Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire 3 du secteur lucratif. On est très content de vous retrouver, on tient nos délais, nos échéances et les rendez-vous qu'on vous a fixés. Donc vous avez, on va déjà se présenter, même si voilà, vous commencez aussi à bien nous connaître. On va commencer par Anne. Voilà. Anne, présente-toi. Enchantée, Anne Lambrin, je suis négociatrice nationale pour la branche privée lucrative, notre CCU, 18 avril 2002. Et j'ai participé à la négociation de l'avenant 33 et actuellement de l'accord de transposition avec Fabien qui est à mes côtés. Fabien. Bonjour à tous. Effectivement, on commence un peu à se connaître maintenant. Donc Fabien Alès, secrétaire fédéral donc, sur les négociations nationales et donc le suivi des groupes lucratifs. Content de vous retrouver, on avait décalé la date à cause de la grève nationale pour les retraites. Et donc effectivement, on a réussi à tenir les délais, en tout cas de vous retrouver pour un sujet important puisqu'on va parler aujourd'hui accord de transposition. Voilà, et donc oui, vous connaissez le programme, on vous l'avait annoncé. C'est déjà le troisième, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de l'avenant 33. On va revenir un petit peu sur ce qu'on avait abordé. Et peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, parler un tout petit coup de la tournée. Alors la tournée que Fabien et Anne vous avez organisée. Peut-être Fabien, si tu peux nous donner quelques infos. Il y a déjà pas mal de dates de passées. Comment ça s'est passé cette tournée? Comment ça se passe? Et bien pour le coup, de très bons retours sur cette tournée. Vous nous dites tous et tous quand on vient en région, effectivement, vous arrivez mieux à vous appréhender quand on vient vous voir en présentiel, même si le webinaire reste essentiel pour que tout le monde puisse avoir les informations. Donc on vous invite, là on fait une petite pause estivale et on réattaque dès septembre l'ensemble de la tournée fédérale. Donc on vous invite à venir en région nombreux et nombreuses pour les dernières dates qui restent. On n'a fait que la moitié pour l'instant. On fait un coucou à nos copains de Corse et de l'île de la Réunion qui nous ont sollicités et avec qui on va pouvoir répondre positivement pour venir les rencontrer également prochainement. En tout cas, les retours sont très bons et ça nous permet effectivement de construire des branches lucratives et de mailler le territoire. Donc à partir de septembre, on se retrouve à nouveau en région pour la présentation complète de l'avenant 33 et du coup de l'accord de transposition. Oui, voilà, donc une tournée qui va continuer où on vous reprenez beaucoup ce qu'on dit sur ces webinaires. Ça permet évidemment on va le voir, d'être au plus près de vous, de répondre à vos questions, de vous donner des explications très personnalisées. Et puis déjà de mettre en place, j'imagine, les futures négociations. Anne, tu peux peut-être donner un peu ce que tu as vu sur le terrain? Oui, tout à fait. Cette tournée fédérale, elle est encore nécessaire pour bien s'approprier parce que les webinaires, ils sont importants, mais il est aussi également nécessaire que vous puissiez vous approprier cet avenant 33. Et c'est pas lors des webinaires où nous, on ne répond pas à toutes les questions. Et donc vraiment, cette tournée fédérale, elle est vraiment essentielle pour qu'on puisse discuter et puis aussi pour qu'on puisse, nous, en tant que négociateurs au niveau de la branche, vraiment connaître le terrain et les revendications, les problématiques qui sont rencontrées parce que cet avenant 33, comme vous avez pu le constater, il est assez, il n'est pas complexe, mais ça va être de l'appropriation et vraiment un travail important au sein de chaque section, de chaque établissement en fait. Voilà, merci Anne, ça m'a permis de régler un ou deux petits problèmes techniques. Voilà, on est bon. Avec plaisir. Et voilà, alors on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec, je vous le disais, les deux premiers webinaires. On vous invite vivement à les regarder, à les revoir encore. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de questions que vous nous posez, alors sur le groupe Facebook, sur les fils de discussion, Messenger, tout ce qu'on a mis en place pour être en lien avec vous. Beaucoup de questions où les réponses sont déjà dans les webinaires 1 et 2. Donc vraiment, prenez le temps de les voir, de les revoir.
d'autant que vous allez, si vous êtes curieux, on les retrouve, on va vous dire exactement où. Ils sont chapitrés, donc vous pouvez très facilement trouver la réponse si vous cherchez une réponse sur l'ECR activité, dans le webinaire numéro 2, il y a un chapitre, il suffit de cliquer sur le chapitre, vous tombez directement sur l'explication de Anne sur ces webinaires, avec les exemples qu'on a donnés, etc. Donc normalement, on a tout fait pour que vous retrouviez l'info et de manière rapide. Donc n'hésitez pas, j'allais dire avant d'avoir une question, même d'aller voir si vous comprenez, parce que pour ceux qui les ont vus, en général, le message passe bien. Voilà, le webinaire numéro 1, on avait parlé du fonctionnement de la branche, de comment se sont passées ces négociations, même si on vous a pas fait un long historique, ça on en a déjà parlé. On a vu les grands principes, on a vu la nouvelle architecture et on a vu le système de classification des emplois. Ça, c'est dans le webinaire numéro 1. Dans le webinaire numéro 2, on a pris beaucoup de temps parce qu'on a traité en profondeur toute la question des ECR, les éléments complémentaires de rémunération. On a parlé des suggestions spéciales, on a parlé de la commission de suivi et du simulateur, outil syndical, dont on vous reparlera à la fin. Donc, on vous disait, assez facile à retrouver, le lieu principal, c'est le site tout public de la Fédération Santé Sociaux. Donc, il y a une page spécifique webinaire lucratif, et vous avez les 3 webinaires. D'ailleurs, vous pouvez suivre le numéro 3 sur cette page-là en ce moment. On peut évidemment nous suivre sur Facebook, on vous a mis le QR code si vous n'êtes encore pas dans le groupe, vous pouvez le flasher et vous pouvez demander à le rejoindre, on vous accueillera avec grand plaisir et vous allez voir que c'est un vrai lieu où on échange et où vous pouvez même échanger avec d'autres collègues, vous retrouver entre entreprises, entre groupes, ça c'est quand même très intéressant. Et puis, voilà, si vous vous souvenez plus des conseils qu'on vous a donnés, vous allez dans Google, vous tapez webinaire Avenant 33, même pas le mot CFDT, et bing, vous nous trouvez tout de suite. Donc, vous n'avez pas d'excuses, c'est facile à trouver. Voilà. Donc ça, c'était pour avant de démarrer sur nos 2 précédents épisodes. Et donc, on va voir avec Fabien, tu vas nous reparler, Fabien, effectivement, de pourquoi on a fait, alors en 3 étapes, on le comprend, parce qu'on a pris le temps de vous expliquer, donc on a déjà presque 3 heures de webinaire en tout. Et puis celui-ci, on l'avait mis un peu à distance parce qu'on voulait absolument vous parler de l'accord de transposition qui devait être signé aujourd'hui, avant le 3e webinaire, qui n'est pas tout à fait. Fabien, peut-être on commence là-dessus? Oui, Norbert, tu l'as dit. Juste pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, ce qui est important, c'est que maintenant, l'avenant 33, il est signé. On n'en parle plus, c'est signé. Il est en cours d'extension. On se rappelle, l'extension, c'est pour tous vos employeurs qui ne seraient pas adhérents à la FHP, au CINERPA ou au CNET. Et donc, l'avenant s'appliquera à eux. Donc, sur l'avenant 33, il est signé, applicable à partir du 1er janvier. Effectivement, s'il n'est pas appliqué, on s'en souvient avec le système de rétroactivité et vous allez retrouver ça dans le webinaire 1 et 2, mais on pourra en parler tout à l'heure, notamment sur le Ségur, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de questions. Donc, avenant 33 signé, bien sûr par rapport au dispositif d'aujourd'hui, il fallait le transposer et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un accord de transposition. Qu'est-ce que c'est? Pas de panique, c'est juste de dire comment demain on va appliquer l'avenant 33 avec les nouvelles rémunérations, le RMAN, pour ceux qui sont venus en région, ils connaissent ce mot-là par cœur, le revenu de minimum par niveau, annuel par niveau, pardon. Et donc l'idée, c'est de pouvoir transposer de l'ancien système avec l'avenant 33 au nouveau système à partir de janvier. Donc l'accord de transposition, le seul but, c'est la méthodologie et l'application de l'avenant 33 pour rappeler les principes applicables. Quand on nous disait, mais du coup, qu'est-ce que vaut l'avenant 33, l'accord de transpo? C'est l'ensemble. C'est-à-dire que le seul texte, c'est mon avenant 33, mon accord de transposition à côté. Une fois que j'ai les 2 éléments et que je maîtrise bien mon sujet, eh ben, on est prêt pour la transposition avec les employeurs et avec nos délégués syndicaux. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, effectivement dans les modèles de transposition, et je ne vais pas passer la parole à Anne tout de suite, mais clairement, rapidement, on en parlera tout à l'heure, il y aura un guide paritaire de négociation CFDT qui est en cours de finalité. L'idée, c'est quoi? C'est que tous ces éléments-là seront dedans. Donc demain, pas de panique.
j'ai mon avenant 33, j'ai mon accord de transpo qui devrait être signé courant juillet puisque la CPPNI conclusive est le 4 juillet prochain. Une fois que ça c'est signé, vous aurez tous les éléments en temps et en heure, comment c'était engagé. Et puis à partir de septembre, effectivement, le guide pratique de négociation et le simulateur paye où on reviendra tout à l'heure. Et donc je laisse la parole à Anne pour entrer dans le détail technique. Oui, alors en fait cette lecture de l'accord de transposition, il faut bien assimiler que ça se veut être en concomitance avec l'avenant 33. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... les informations présentes dans les deux documents, avenant 33 et accord de transposition, n'ont aucune primauté les unes sur les autres. C'est vraiment un ensemble et la lecture se veut vraiment concomitante. Donc s'il n'y a pas une information qui est présente dans l'avenant 33 mais qui est présente dans l'accord de transpo, elle est valable. Et inversement, si elle n'est pas dans l'accord de transpo mais dans l'avenant 33, du coup elle est valable également. Si un jour votre employeur vous dit « Ah mais oui, mais cette information, elle n'est pas dans l'avenant ou alors elle n'est pas dans l'accord de transpo », c'est un tout. Donc en fait, il n'y a aucune légitimité à dire « il n'y a pas l'info dans l'accord de transpo, donc on n'applique pas ». C'est vraiment l'avenant 33 et l'accord de transposition, c'est un ensemble, c'est deux documents, certes, mais qui n'en font qu'un. Donc, l'accord de transposition, il est séparé en 3 parties. Il y a des parties où on va plus ou moins passer vite. Par exemple, la partie 1, on va s'y arrêter puisque c'est tout ce qui est modalité de transposition avec les dispositions communes à chaque secteur et avec les dispositions spécifiques au secteur du thermalisme et les modalités particulières de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation. Donc ça fait un petit peu peur, mais vous allez voir que c'est très simple à comprendre. La partie 2, c'est tout ce qui est que deviennent les dispositions antérieures relatives à la rémunération et à la classification de notre convention collective actuelle et de l'annexe SINERPA également et de la convention du collectif du thermalisme. En ayant changé d'architecture de classification des emplois et également de rémunération, il y a forcément des articles qui sont abrogés, qui ne vont plus être en vigueur dans notre convention collective. Donc, il y a abrogation de certaines dispositions, évidemment. Et la partie 3, c'est tout ce qui est nouvelles dispositions, évidemment, puisque s'il y a des articles qui sont abrogés, il y a des nouvelles dispositions. Et après, la partie 4, c'est tout ce qui est disposition finale. Et vous le savez bien, comme moi, quand on signe des accords, il y a les dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, la durée, l'extension, le dépôt, voilà. Donc ça, c'est vraiment la réglementation et le légal pour qu'un accord soit appliqué. Voilà, Anne, donc tu nous as balayé un peu ce qu'on va étudier cet après-midi, c'est-à-dire le contenu de cet accord de transposition. Donc on va rentrer dans chaque partie et puis vous allez vous donner peut-être un peu la main, mais vous êtes les deux à avoir négocié. La partie 1, qui c'est qui nous la propose? On fait un Shifumi. Allez, c'est Anne, je crois encore. Donc, on va passer aux modalités de transposition, partie 1, les dispositions qui sont communes aux 3 secteurs. Donc, on parle de modalités de déploiement de la grille de transposition. Tout ce dont on va parler là concerne le titre 2 de l'avenant 33, c'est-à-dire la grille de classification. Donc, comme notifié aux articles 2, 3, 4, 5 de l'avenant 33, il y a des emplois repères, des emplois rattachés qui ont été déterminés au sein de la branche professionnelle. Ces emplois, comme on l'avait expliqué lors des webinaires, ont été pesés sur la base de critères de classification. Et vous pourrez retrouver ça à l'annexe B de l'avenant 33. Et ils ont été classés ensuite en 17 niveaux. L'affectation des salariés entre les niveaux reconnus dans la nouvelle grille de classification nécessite au niveau de l'entreprise le recensement des emplois existants dans l'entreprise. Donc pour cela, l'employeur va être obligé de procéder à la détermination du niveau de chaque salarié dans la grille de classification de l'avenant 33.
Si l'emploi du salarié correspond à un emploi repère ou rattaché en application du barème de cotation figurant à l'annexe 1, le niveau déterminé par application de la grille, indépendamment de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paye et ou son contrat de travail. Et si l'emploi du salarié ne correspond pas à un emploi rattaché ou repère, il sera fait application de la méthodologie retenue à l'article 2 de l'avenant 33, indépendamment de l'intitulé de l'emploi figurant sur le bulletin de paie et ou son contrat de travail. Donc, les nouveaux emplois identifiés au niveau de la branche sont ceux présents fréquemment dans un nombre significatif d'entreprises et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'emploi identifié, la commission de suivi prévue à l'article 11 de l'avenant 33 sera saisie et pourra proposer à la CPPNI le rattachement à l'un des 17 niveaux déjà présents qui sera réalisé pour donner ensuite une pesée d'emploi correspondant. Voilà, donc merci Anne. Alors, donc là, on voit bien la différence entre l'avenant de transposition et l'avenant 33. S'il y a des choses qui vous ont un peu échappé, on vous mettra un petit lien, mais vous pouvez revenir sur le webinaire numéro 1 où on a fait un long chapitre sur comment justement les nouveaux métiers sont classés entre emploi repère et emploi rattaché. Et donc là, Anne vient de vous expliquer à travers l'avenant de transposition comment concrètement, techniquement, les choses vont se passer suivant les situations, soit l'emploi est clairement défini, soit il n'est pas défini. Je crois que Fabien, tu voulais préciser ou rajouter quelque chose? Oui, j'ai vu quelques questions passer cette semaine sur des métiers qui ne seraient pas indiqués dans la grille, ce que disait Anne tout de suite, et comment ça va se passer pour eux. Donc clairement, comment ça va se passer? L'employeur, s'il a créé des noms un peu exotiques de métiers, comme on peut le voir dans de nombreuses entreprises, il va avoir vers lui un guide paritaire employeur qui a été travaillé avec les organisations syndicales signataires. Et donc, il va pouvoir savoir comment peser ce nouvel emploi et vous positionner au bon endroit dans la bonne grille. Mais, qu'on soit très clair, si jamais vous vous rendez compte, et on va revenir dans la formation consultation, que des métiers dans vos entreprises ne sont pas bien pesés ou ne répondent pas au cahier des charges qu'on avait fixé avec l'avenant 33 et l'accord de transposition, évidemment, comme le disait Anne, saisine de la CPPNI d'interprétation, on va y revenir, et puis commission de suivi. Donc c'est-à-dire qu'on ne donne pas le bébé à l'employeur, il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun contrôle et il vous place où il a envie de vous placer. Maintenant, ce qu'il faut être très clair, c'est que ça fait 15 ans que les employeurs ont créé des emplois dans divers secteurs et aujourd'hui de tout repeser sur la branche, c'était un peu mission impossible. Donc dans un premier temps, on laisse la main aux employeurs et aux équipes syndicales du terrain pour repeser les emplois qui n'existeraient pas dans la grille conventionnelle de l'avenant 33. Mais comme le disait très justement Anne tout à l'heure, si jamais le métier doit être repesé au niveau de la branche puisqu'il concerne beaucoup de salariés, évidemment, on demandera sa pesée au niveau national et il intégrera de fait le texte conventionnel et l'avenant 33 via un avenant. Pour entrer dans le cœur du sujet, l'information consultation, je vous en parlais. Il était important pour la CFDT de positionner toujours nos IRP et nos représentants du personnel, effectivement, au cœur du métier. Donc, la première chose, on l'a dit tout à l'heure, l'employeur va voir le texte et va proposer de peser ses emplois dans son entreprise, de les positionner au bon endroit et va, par le biais d'une information consultation, consulter le CSE d'entreprise. Ce CSE, on le rappelle, a le pouvoir de demander à un expert et c'est pour ça qu'on vous invite à venir sur la tournée fédérale puisqu'on est accompagné du cabinet Syndex qui travaille que avec la CFDT historiquement. Et donc vous avez la possibilité de faire un appel à un expert pour voir cette pesée d'emploi, pour voir cette transposition et bien être sûr que l'employeur fait bien le job et vous positionne au bon endroit. Maintenant, au bout de cette information consultation, si vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes en désaccord complet avec l'employeur sur tel ou tel métier, non seulement vous adresserez un courrier individuel dans un mois, on le reverra à la commission paritaire d'établissement. Qu'est-ce que c'est la commission paritaire d'établissement? Ça me paraissait c'était on va dire le premier crantage pour vous, c'est-à-dire que mon employeur, je suis en désaccord avec,
je lui adresse un courrier en lui disant « Moi, selon ce que j'ai vu avec la CFDT, je dois être positionné à tel endroit. Avec le simulateur paye, je dois être positionné à tel endroit. » S'il est en désaccord, effectivement, il va devoir être dans l'obligation de saisir cette commission paritaire d'établissement, donc organisation syndicale plus CSE d'un côté, employeur de l'autre, et donc de trouver effectivement un terrain d'entente pour satisfaire la demande du salarié et trouver un compromis acceptable avec la direction. Si dans ce deuxième temps, au niveau de la commission paritaire d'établissement, vous n'arrivez pas à trouver un compromis acceptable et qu'il n'y a pas possibilité pour l'employeur, il y a un refus de l'employeur de bien vous positionner, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déclencher effectivement la CPPNI d'interprétation de branche via votre syndicat départemental. Alors c'est assez simple, hein, on monte un dossier, mais ça vos syndicats départementaux vont les accompagner et on saisit la branche pour pouvoir bien vous repositionner. Pourquoi on a fait tout ça ? Tout simplement parce qu'on voulait mettre un cran à chaque fois que c'était possible et ne pas laisser la main forcément à 100% aux employeurs et pouvoir intervenir et interpeller la branche s'il y avait un désaccord complet sur un positionnement d'un salarié, de vos collègues, etc. Donc, avec le simulateur paye, avec l'accord de transpo, avec le guide pratique de négociation CFDT qui vous est donné en septembre, normalement, vous avez tous les éléments et les bons éléments pour pouvoir vous opposer ou valider ce qu'a fait l'employeur à travers l'information consultation et avec l'expert qui vous accompagnera. Merci Fabien. Donc là, on vient de voir effectivement les premières dispositions de cet accord de transposition, la partie importante sur quels sont les acteurs, et en particulier la place que les IRP vont tenir, les délégués syndicaux et in fine, si nécessaire, la commission paritaire d'interprétation. Peut-être avec Anne, on peut revenir un petit peu sur encore cette partie 1, sur est-ce qu'on a encore des choses à dire sur les éléments de transposition ? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte après l'écriture de cet avenant 33 que la RAC, la rémunération annuelle conventionnelle, il fallait un petit peu plus préciser et apporter des précisions pour mieux comprendre et mieux appliquer dans les établissements. Donc, on a fait un petit rappel de ce qu'était la RAC, la rémunération annuelle conventionnelle. Donc, c'est la rémunération minimum annuelle par niveau, la RMAN, plus les éléments complémentaires de rémunération, ECR, expérience, ancienneté, compétences et activités. On a souhaité également préciser que le taux de l'ECR expérience était déterminé à la date d'entrée en vigueur de l'avenant et sont pris en compte pour ce calcul la durée de l'expérience reprise et la durée d'expérience acquise dans la même emploi. Si changement d'emploi, l'expérience est calculée à compter de la date effective du dernier emploi. On a voulu également préciser pour le taux de l'ECR ancienneté qu'il était déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise au sein de l'établissement et ou du groupe depuis l'embauche. Et s'il y a un changement d'emploi, pour le coup, ce taux est quand même maintenu. Les missions et les responsabilités des salariés vont être appréciées à l'aide du guide paritaire établi par la branche pour déterminer si le salarié peut se voir reconnaître un ou plusieurs ECR compétences. Le guide paritaire, attention, ce n'est pas une liste exhaustive des ECR compétences, telle prime ira dans tel ECR, telle prime de référent ira là. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un outil qui va aider à positionner les primes, les emplois et aider à la mise en œuvre, à l'élaboration de votre propre accord de transposition en local. On y reviendra après pour tout ce qui est important de faire en amont, mais Fabien en a déjà parlé notamment avec Syndex et l'expertise. Mais ce guide pratique n'est pas un catalogue, n'est pas une liste de courses. Va falloir vraiment réfléchir et puis faire en fonction de votre établissement, en fonction des revendications des salariés et du local de chez vous, j'ai envie de dire.
Comme indiqué aussi également dans l'article 9 de l'avenant, l'entreprise aura obligation de revoir les situations individuelles de chaque salarié pour déterminer la rémunération annuelle conventionnelle. Cette revue, elle doit servir également à la comparaison entre la rémunération effective et celle due conventionnellement. Il a également été convenu que pour établir cette comparaison, chacun des éléments pris en compte ne peut être isolé. Donc, ça veut dire que les employeurs devront respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés en poste à date de la transposition et ceux recrutés après, occupant le même emploi et placés dans une situation identique au sein de l'entreprise. Ça veut dire que si un jour, en discutant avec une collègue, vous vous apercevez que vous avez les mêmes conditions de travail, que vous êtes là, vous êtes entré dans l'établissement avant l'application de l'avenant 33 et que cette personne est entrée après, mais que pour X raisons, vous vous apercevez qu'elle n'a pas la même rémunération que vous, l'employeur est dans l'obligation d'avoir une égalité de traitement salarial. Donc, elle sera dans l'obligation de revoir votre salaire si jamais, pour X raisons, votre collègue a plus ou même moins que vous. Voilà, merci Anne. Donc là, on a vraiment fait le tour de tout ce qui est commun aux trois. On a des spécificités pour le secteur thermal. Fabien, tu veux continuer à enchaîner là-dessus pour finir cette partie 1 et puis après on verra s'il y a des questions. Oui, on va redire ce qu'on s'est dit dans le webinaire 2, on est resté longtemps dessus. Effectivement, pour le secteur thermal, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le Ségur. Ils n'ont pas le Ségur, donc effectivement, il y avait un gap entre le niveau d'agent thermal et le niveau d'ASH. Toutefois, comme vous le savez, on est en négociation sur l'accord de fusion puisque le 14 mars 2019 avait été signé un texte où la CFDT n'était pas signataire pour que sous 5 ans, donc ça veut dire mars 2024, effectivement, le thermalisme adhère et épouse complètement la convention collective. Donc, en toute transparence, nous sommes en négociation demain sur le groupe de travail spécifique au thermalisme pour qu'à partir de 2024, mars 2024, ils puissent rejoindre l'ensemble du champ conventionnel. Donc, pourquoi ces spécificités, on n'a pas voulu plus et on a refusé qu'il y en ait plus? Parce que déjà qu'ils n'ont pas le Ségur, on n'allait pas prendre en plus des avenants, des accords, etc., comme c'était la partie patronale. Donc, pour le thermalisme, c'est en cours. On avait dit qu'il y avait un délai un peu plus long puisqu'ils n'avaient pas le Ségur. Les négociations sont en cours. Qu'est-ce qui se passe à la fin, en mars 2024, si on ne trouve pas d'accord avec les employeurs? Et la convention collective actuelle s'applique entièrement pour le champ du thermalisme, dont l'avenant 33. Donc voilà, je vais assez vite puisqu'effectivement il n'y a pas de nouveauté pour l'instant. On est en pleine négociation avec, et je dis coucou à Jean-François Pochelou, un de nos négociateurs du thermalisme qui est dessus aujourd'hui à travailler. Et donc du coup, on viendra vers vous rapidement, en tout cas pour le thermalisme. On n'oublie pas, et on l'avait dit, la base du début, c'était n'oublier personne. Donc on tiendra nos engagements en tout cas et en vous annonçant de bonnes nouvelles normalement pour mars 2024. Voilà, donc on a fait le tour et puis diapo qu'on vous a indiqué, effectivement, si vraiment tout ce qui est mis en place, alors le texte pur de l'avenant 33 et les procédures dans l'avis d'interprétation, si en local vous n'arrivez pas à trancher sur certains points au niveau de l'application et de la mise en place, c'est prévu de pouvoir faire remonter ça jusqu'à la commission nationale paritaire d'interprétation, alors saisie par les syndicats. Et donc, c'est des choses qui peuvent être dans des zones d'ombre et qui seront tranchées par les négociateurs, en particulier Anne et Fabien qu'on a ici sur ce webinaire, avec évidemment les chambres patronales. Et quand une décision sera tranchée, elle fait entre guillemets jurisprudence. Elle pourra s'appliquer plus facilement à tous les autres. Voilà la procédure. Donc, on va passer, je crois, à la partie 2. Je vais redonner la parole à Anne sur la partie 2. Tu nous as présenté tout à l'heure. On va aller un petit peu en détail.
Donc, on va effectivement aller en détail sur que deviennent les dispositions antérieures relatives à la rémunération et à la classification de notre convention collective. Mais on va vite passer parce que au final, c'est vraiment de la... Comment expliquer? Oui, c'est de la sémantique, c'est vraiment du légal pur et simple. C'est-à-dire qu'on est en train de corriger tel mot sera remplacé par tel mot. Donc, l'abrogation de certaines dispositions de notre convention collective, il y a tout ce qui est article 73, 74, 75 et tout ce qui est bis pour le CINERPA du titre 7. Voilà, vous voyez donc un petit peu, c'est pas très intéressant pour notre négociation, pour notre travail en local. C'est vraiment si un jour vous avez besoin de reprendre des articles et pour justifier vos négociations, là vous pourrez effectivement reprendre. Mais il suffira une fois que l'accord de transpo sera sorti, sera signé et sera en vigueur, il suffira d'aller vous plonger dedans. Donc c'est vrai que cette partie 2, elle est essentielle évidemment, mais elle n'est pas nécessaire à vos négociations. Partie donc 1, premièrement de la partie 2, notre convention collective, et après tout ce qui est partie 2, les dispositions du thermalisme. Voilà. Et puis après, pour la partie 3, c'est les nouvelles dispositions. Donc, c'est pareil, c'est tout ce qui a été abrogé, qu'est-ce que ça devient, comment c'est rédigé pour avoir notre convention collective au 1er janvier 2024. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est tout ce qui, techniquement disparaît de la convention. Et puis, on va voir en partie 3, l'accord de transposition. Vous avez pris le temps et le soin pour que les choses soient extrêmement claires dans les textes, de voir ce qui va apparaître suite à la négociation de l'amendement 33. C'est toi qui continue, Anne? Fabien. Anne est très en forme aujourd'hui. Voilà. Allez, vas-y, je vais sur les Nao. Alors, quelles sont, Fabien, les nouvelles dispositions? Ce sera Anne. Ah, ça sera Anne. Ce ne sera pas Fabien. Donc, les nouvelles dispositions, il y en a forcément communes aux 3 secteurs. Et elles concernent les titres de 4 à 7 de notre convention collective. Donc, il y a l'article 42 qui est modifié. Les termes rémunération brute mensuelle, y compris les éléments de rémunération complémentaire, sont abrogés et remplacés par la rémunération brute annuelle. Dans l'article 45, il y a également des termes qui sont supprimés, comme cadre supérieur, puisqu'il n'existe plus. On n'a plus, vous savez, dans les emplois et les statuts, on a modifié les statuts des cadres. Dans l'article 73, c'est également rédigé rémunération annuelle conventionnelle. La rémunération annuelle conventionnelle est fixée selon les modalités définies au titre 3 de l'avenant 33 de la Convention. Voilà, dans le 4e alinéa de l'article 76, ce sont les 2 salaires conventionnels de base qui sont abrogés et remplacés par les 2 rémunérations minimales annuelles de niveau. C'est pareil, dans les titres 11 et 12 de la convention collective, il y a des nouvelles dispositions. Et puis après, on passe aux dispositions propres à un secteur, comme donc le secteur sanitaire, avec les indemnités pour suggestion. Donc ça, c'est pareil, c'est des mots qui sont abrogés, supprimés, qui sont remplacés par d'autres pour que ce qu'on a mis en application, enfin ce qui va être mis en application lors de l'avenant 33 soit bien légal et reprenne bien les termes de l'avenant 33. Et puis après, c'est également le secteur médico-social qui, lui, a date d'application de l'avenant 33 de la convention collective relative à la rémunération et aux classifications. Les indemnités de suggestion spéciale seront identiques à celles du secteur sanitaire. Les parties 2 et la partie 3, c'est vraiment du légal et puis des modalités de mots et de remplacement
pour une mise à jour en fait de la convention collective. Fabien ? Oui, peut-être pour une précision, parce que vous pouvez vous dire à l'écran, c'est très du droit, etc. Pourquoi on va là-dessus, etc. Mais comme le dit Anne, c'est essentiel, parce que demain, c'est ce qui va faire jurisprudence. Demain, c'est bien ce texte-là qui va être regardé par les avocats de votre direction et vos conseils. Je rebondis peut-être sur une question, j'y vais peut-être un peu vite Norbert, mais quand on dit mais comment je vais être sûr que mon employeur fait bien le boulot, et bien c'est bien dans cette commission, où ce qu'on vous expliquait, l'information consultation du CSE et dans la commission paritaire d'établissement, que vous allez pouvoir regarder avec l'employeur, c'est parti, c'est des dispositions légales, et c'est bien ça qui derrière, au bout du bout, dans une commission d'interprétation ou devant la Chambre des prud'hommes, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, où vous pouvez effectivement faire valoir vos droits. Donc tous ces petits dispositifs qui nous ont pris beaucoup de temps, ils étaient importants et surtout à bien écrire pour ne pas se faire enfermer ou que ce soit bloquant pour les salariés. Voilà, c'est vraiment le principe d'un accord de transposition, des choses très concrètes mais qui vous le voyez, complètent et permettent d'appliquer au mieux l'avenant 33, c'est-à-dire le texte négocié, signé. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter déjà sur cette partie. Alors on n'a pas revu, mais on peut le remettre à l'écran. Tu en as parlé rapidement. Voilà, c'est les dispositions finales. Il y a 4 parties, on l'a vu dans cet accord. Fabien, qu'est-ce que c'est que ces dispositions finales? Tout à l'heure, Anne les a citées. En fait, dispositions finales, entreprise de moins de 50 salariés, il ne faut pas l'oublier. Ça a été oublié dans un accord, notamment pour le thermalisme, il n'y a pas très longtemps, donc ça a été retoqué. Donc effectivement, il faut bien avoir les mêmes dispositions pour les moins de 50 salariés. La durée, la dénonciation ou la révision de l'accord, puisque l'accord peut être dénoncé majoritairement, que ce soit par les employeurs ou par les signataires. La date des faits, l'extension, on en a parlé tout à l'heure, le texte va passer à l'extension et sera applicable à l'ensemble des salariés. Et je fais un petit clin d'œil aux salariés de Bridge du côté médico-social ou qui n'ont jamais de réponse. Vous aussi, cet accord va vous concerner. Donc, je fais aussi un coucou aux employeurs de Bridge qui n'hésitent pas à revenir vers nous s'ils ont des questions, puisque l'application se fera de façon obligatoirement pour tout le monde. Et puis, le dépôt, ce qui est du classique. Très bien. Donc, on en a terminé sur cette partie de l'accord de transposition. À moins que vous ayez des questions, alors ça va peut-être pas être très évident comme ça en direct, vous avez compris que c'est des choses assez pointues et donc très techniques. On va continuer de dérouler ce qu'on voulait vous dire pendant ce webinaire 3 pour que l'application de l'avenant 33 soit la meilleure possible et complète. Et là, on va vous parler des NAO locales. Donc, Fabien ou Anne? Allez. C'est Fabien, parce que Anne a déjà beaucoup parlé, vous l'avez remarqué. Je travaille un petit peu quand même. Allez, on t'écoute Fabien. Bon, si on prend la base depuis le début, le rôle d'une branche, on l'a déjà dit et on le répète parce que c'est vrai qu'on a souvent des questions et c'est normal. Le rôle d'une branche, c'est de négocier le maximum du minimum conventionnel. On parle d'une branche avec des classifications qui avaient 62 coefficients infra-SMIC, où il y avait une RAG. Alors la RAG, le revenu annuel garanti, c'est-à-dire que l'employeur ne vous donnait pas assez à l'année et donc régularisait soit mensuellement, soit annuellement. Là, on sort de tout ça puisque le premier niveau, on l'a dit, il est pour une ASH à SMIC plus 15%. À chaque fois que le SMIC va augmenter, vous vous rappelez dans le webinaire 2, et je vous invite à revenir vers le webinaire 2, on vous a expliqué qu'il y avait une valeur absolue sur les 7 premiers niveaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se remet à la table des négociations avec les employeurs et effectivement, on rehausse les premiers niveaux à chaque fois que le SMIC augmente. Disposition particulière obtenue par la CFDT, ça veut dire que les 2 premières d'application 2023-2024, effectivement, ça va se faire de manière plus ou moins automatique, même si la loi nous interdit d'indexer l'augmentation du SMIC sur les niveaux de classification. Pour la suite, à chaque hausse du SMIC,
Au bout de 45 jours maximum, là, on se met au niveau de la branche en négociation et on réaugmente les premiers niveaux pour que tout le monde, ceux qui soient impactés par le SMIC le soient. Et surtout, on évite l'écrasement qu'il y avait aujourd'hui entre une ASH et par exemple une aide-soignante où une faisait toute sa carrière au SMIC et l'aide-soignante faisait 20 ans au SMIC. Donc avec cette clause de non-écrasement, d'augmentation du SMIC, c'est pour ça et j'y viens, nous avons fait le choix fort d'intégrer le Ségur pour tous et toutes dans le salaire de base et dans le Herman de base. Pourquoi? Parce que on ne pourra plus l'enlever, puisqu'il était garanti à financement XX. Demain, il sera dans le salaire de base. Il va concerner l'ensemble des salariés. Pour rappel, les secrétaires, les services de paye qui étaient sur des plateformes, qui n'étaient pas dans les établissements, ne disposaient pas du Ségur. Donc pour nous, c'était une incohérence, une injustice. C'est pour ça qu'on n'était pas signataire. Et surtout, ce Ségur qui était à 160 € versa 183 et maintenant beaucoup plus pour le public puisqu'il est évolutif. Il va devenir de fait évolutif puisqu'il sera dans le salaire de base avec l'augmentation soit des NAO locales, soit du corps conventionnel. Donc notre travail sur le corps conventionnel, c'était de mettre un niveau élevé pour les premiers niveaux, etc. Mais ça, on va pas revenir dessus et on pourra revenir dans l'avenant 33. Mais en tout cas, c'est notre job. Dès que le SMIC va augmenter, on augmente les premiers niveaux et on essaye d'impacter le maximum de niveaux. Et comment on s'était engagé? Courant octobre ou novembre, la grille définitive de classification sera réindexée dans l'avenant 33 et dans l'accord de transposition, puisqu'on nous annonce une augmentation du SMIC encore en octobre. Donc effectivement, on vous avait dit qu'il y aura l'avenant 33 sera livré au plus précis, courant octobre-novembre. On a déjà l'engagement des employeurs qu'on se mettra autour de la table. Donc effectivement, on continue à dérouler ce qu'on vous avait proposé. Sur les NAO locales, c'est très simple. On a le corps conventionnel, le maximum du minimum, et puis on a tout ce qui se passe dans les établissements. Donc certains nous disent déjà, ou nous disaient, puis ils disent un petit peu moins maintenant, toutes les primes vont disparaître. Toutes les primes d'établissement, les accords vont tomber. Pour rappel, un accord d'établissement, si l'employeur veut le dénoncer, il a 15 mois. Pour rappel, les NAO continuent à vivre leur vie. Je viens de sortir de NAO de chez un opérateur qu'on a beaucoup entendu parler, notamment Orpea, qui va proposer un 13e mois à tous les salariés, qui va proposer une prime PVV, qui va proposer la subrogation pour éviter que les salariés perdent quand ils sont en arrêt maladie. Les accords continuent et les NAO continuent. Et ce n'est pas parce que l'avenant 33 arrive que toutes les NAO vont s'arrêter, que tous vos accords vont être dénoncés. Donc il faut arrêter le fantasme, il faut arrêter de se faire peur. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler. Sur la branche, l'avenant 33, on a fait le travail. Mais effectivement, cet avenant 33, maintenant, il est à vous. Il n'était pas qu'à la fédération ou qu'au négociateur de branche. C'est quelque chose qu'on vous livre. Maintenant, c'est à vous de vous en saisir pour le faire évoluer. Et on va revenir plus précisément comment on peut le faire évoluer. Et à travers la tournée fédérale, on passe beaucoup de temps là-dessus, puisqu'il y a le champ conventionnel et les NAO locales qui vont continuer à vivre. Parce que la politique salariale dans les entreprises, elle ne s'est pas arrêtée il y a 15 ans, quand sur la branche, on n'était pas majoritaire et rien ne bougeait. Voilà, oui, c'est vrai que ce que tu expliques, Fabien, c'est sûrement une des incertitudes, une des inquiétudes qui circulent beaucoup dans vos questions ou dans vos commentaires. C'est qu'aujourd'hui, Fabien vient de le redire, la CFDT au niveau national a négocié le maximum du minimum du champ conventionnel. Et donc là, vous commencez à bien le connaître, grâce à nous, vous commencez à bien l'appréhender. Mais si effectivement on le compare à vos payes actuelles qui ont le minimum conventionnel plus toutes les négociations qu'il y a eu auparavant, les revalorisations de points, etc. Si on le compare pour les deux, ça peut être surprenant. On ne peut pas avoir d'idée définitive tant que les négociations locales n'ont pas été revues et n'ont pas été réajustées. Et c'est vraiment à la fin qu'on pourra vraiment comparer les payes après ce grand changement. Donc, tout à l'heure, Anne en a parlé. Elle a parlé, et c'était à l'écran, je vous le remets. Quand on parle de NAO local, on parle effectivement, comme vient de le dire Fabien, des discussions au fil de l'eau régulières, annuelles, obligatoires, bien sûr, qui se passent. Mais effectivement, le passage à l'avenant 33, il provoque le fait qu'il faut un peu tout remettre, tout réétudier.
comme on l'a fait là à travers l'accord de transposition, il faut reprendre les bons termes, reprendre les bonnes terminologies pour faire un nettoyage, mais ça ne veut pas dire une suppression, vous l'avez bien compris. Donc, quand on dit accord de transposition locale, je crois qu'on va essayer de revenir là-dessus, c'est une partie importante de ce webinaire numéro 3. On a quitté la partie purement technique. Là, on va rentrer dans ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est pour ça qu'on voulait absolument vous le faire avant les grandes vacances et pas attendre septembre. Et puis, vous voyez qu'on a des idées à vous donner et des exemples. Anne. Oui, tout à fait. En fait, avant de commencer à négocier votre accord de transpo avec votre employeur, il va falloir avoir en votre possession quelques documents et des informations essentielles. Typiquement, il va falloir que vous ayez accès au livre de paye qui catalogue toutes les primes existantes au sein de votre établissement. Ça, c'est vraiment un élément indispensable qu'il faut avoir. Sauf que vous ne l'aurez que si vous passez par la case expertise, puisque vous pouvez tout à fait en faire la demande auprès de votre employeur, mais il est possible qu'il vous refuse cet accès à ce livre de paye, alors qu'il ne pourra pas le refuser aux experts mandatés par le CSE pour faire l'expertise politique sociale et puis politique salariale. Vous devez également récupérer toutes les fiches de poste de tous les emplois répertoriés dans les établissements et les comparer avec les missions réellement effectuées. C'est très important de savoir quelles sont les tâches, les missions qu'exercent tous les emplois dans votre établissement et également ce que ces personnes font en plus. Parce que tout ce qu'ils font en plus de leur fiche de poste sera des ECR compétences ou activités potentielles. Donc ça, il faut bien l'avoir aussi en tête. Pour tout ce qui est avantages sociaux, il faut faire également un état des lieux de tous les acquis, rechercher tous les accords en vigueur au sein de votre établissement, mais également toutes les décisions unilatérales de l'employeur et les usages. Il faudra en priorité sécuriser tous ces avantages acquis par les DUE, les décisions unilatérales de l'employeur, et par ses usages, parce qu'en fait, tout ce qui a été octroyé par simple décision de l'employeur qui n'est pas signée par une organisation syndicale peut être enlevé à tout moment. Donc l'employeur peut à tout moment se dire cette prime infirmière que j'avais mis en place en 2018 suite à une DUE parce qu'il n'y avait pas eu d'accord de trouver en NAO, celle-ci je l'enlève et j'ai le droit. Alors, on vous rassure, ce n'est pas la politique qui a été donnée de faire, mais typiquement, il pourrait. Évidemment, si vous imaginez bien que s'il y a quelques avantages sociaux qui tomberaient parmi cet accord de transpo, il y a des moyens de négocier pour pouvoir les récupérer, et notamment la mobilisation. Bon, ça, on en reparlera si vraiment il y a besoin. Mais c'est important de sécuriser tous ces avantages sociaux acquis par des usages et des DUE, parce que typiquement cela que vous pouvez perdre demain et sans rien faire finalement. Fabien ? Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Anne, ce qui est ultra important, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à cause de la 2033, il y a une DUE, etc. Mais effectivement, c'est de faire un peu l'historique. J'ai été nommé DS il y a 2 ans, on m'a redonné la main d'une DS qui avait 20-30 ans dans la boîte. C'est le moment de mettre à plat et sur la table tous vos accords locaux d'entreprise. Parce que ce que dit très bien Anne, c'est que la DUE, il y a peut-être une DUE qui existe depuis 15 ans et puis que du jour au lendemain, changement de direction, changement de groupe ou rachat du groupe, la DUE peut tomber. Donc, on ne va pas se faire peur, mais tout ce qu'on peut sécuriser dans un accord collectif, et c'est pour ça qu'il faut que la CFDT soit présente dans tous les établissements, c'est pour ça qu'il faut aller gagner les élections et aller dire aux salariés ce que fait la CFDT, puisque à chaque fois que j'ai un délégué syndical ou un représentant syndical dans une boîte, je peux signer des accords collectifs, j'engage la signature de la CFDT et surtout je sécurise mes accords. Et comme le dit Anne,
un accord qui tomberait avec 15 mois de négociation, je laisse l'employeur aller l'expliquer aux salariés. Dans un monde où il n'y a plus personne qui vient travailler, où c'est beaucoup de difficultés pour recruter, notamment la nuit. On voit bien que là, les primes PVV vont un peu dans tous les sens, etc. parce qu'ils veulent absolument garder leurs salariés. Donc effectivement, c'est le moment, il y a un peu de travail de votre côté, mais d'aller rechercher tous les accords historiques dans la boîte, de tout remettre à plat sur la table et puis peut-être retrouver des accords qui devaient être revus ou qui sont passés à expiration. Et puis peut-être de se remettre à table pour les négocier à nouveau. Donc effectivement, là, ça vous offre l'occasion de nettoyer du sol au plafond tous vos accords. Alors, dans les tournées fédérales, on nous dit « alors il y a beaucoup de boulot ». Mais effectivement, c'est ce que vous nous demandiez il y a 1 an et demi, de remettre un peu un avenant à jour. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va vous accompagner évidemment. Et puis c'est primordial que ces accords soient signés par la CFDT parce que quand on a nos accords locaux, on les maîtrise, on sait où on va. Et là, nous, on peut intervenir si c'est bloquant dans une structure sur les groupes. Voilà, c'est donc une vraie occasion, hein, et c'est pour ça qu'on vous accompagne de manière très rapprochée et que depuis même le début des négociations, on vous avait annoncé que derrière la signature, la CFDT allait être très mobilisée et vous outiller pour négocier, parce que c'est l'occasion, ce changement aussi, de remettre tout à plat, et on voit bien que c'est l'occasion, comme le dit Fabien dans le contexte, de tout tirer vers le haut, de tout renégocier. Alors, je vais quand même, même si on a dit qu'on répondait aux questions à la fin, prendre tout de suite la question de Sandra, parce qu'elle est sur ce thème quand même. Sandra, elle nous dit « Je suis DP, mais pas encore déléguée syndicale. Donc, elle dit « Je n'ai pas de pouvoir de signature pour établir cette proposition localement. Puis-je demander d'attendre les élections de cette fin d'année pour commencer les négos, comment l'argumenter? La CFDT n'est pas représentée. » Donc, je pense que voilà, ceux qui nous regardent comprennent les enjeux, comprennent l'intérêt aussi d'avoir un syndicalisme qui acte, qui signe et qui construit du droit. Fabien, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sandra? Alors, tout dépend, mais effectivement, Sandra peut déjà être nommée représentante syndicale auprès du CSE. Sandra a plusieurs choses à l'EDP. Alors, l'EDP n'existe plus, mais c'est les IRP qui les ont remplacés depuis les ordonnances Macron. Maintenant, Sandra, ce qui est très clair, c'est que là, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'information consultation pour l'avenant 33 avec la commission paritaire d'établissement, c'est bien les élus du CSE sous l'étiquette ou non étiquette CFDT qui vont effectivement être consultés et vont faire partie de ces commissions paritaires. Donc, pas de souci, tu peux d'ores et déjà leur dire aux salariés, moi, je suis adhérent de CFDT, je sais de quoi je parle puisqu'effectivement, c'est mon syndicat qui a négocié, qui a signé cet accord. Tes élections arrivent en fin d'année, tu as un boulevard du coup pour leur dire effectivement, moi je vais aller négocier et je vais aller transposer cet accord parce que derrière, on va t'accompagner effectivement comme le disait Norbert, tu vas avoir un guide paritaire de négociation, à ne pas confondre avec le guide paritaire de branche qui sera à ta disposition et celle de l'employeur, tu vas avoir un simulateur de paye personnalisé, etc. Donc, pas d'inquiétude, tu peux tout de suite aller dans les commissions paritaires d'établissement et nous saisir via ton syndicat départemental si jamais il faut faire monter sur la branche. Mais effectivement, là, pour le coup, on a le cas, on a beaucoup de sections et on voit les résultats qui commencent à arriver très positifs pour la CFDT côté lucratif, où effectivement, où là, on n'était pas implanté, on s'implante parce que nous, on sait ce qu'on dit aux salariés et on vous l'avait dit, le simulateur de paye, on prenait le temps de faire quelque chose de robuste et quelque chose de concret, puisque le simulateur de paye demain qui va arriver en septembre sera évolutif. Et tous les adhérents CFDT pourront le consulter régulièrement avec si des nouvelles primes d'État, etc. arrivent et ça sera mis à jour avec un PDF, on y reviendra tout à l'heure, peut-être dans le détail Norbert. Mais en tout cas, on sait où on va, on sait ce qu'on signe et on sait comment l'appliquer. Donc pas de panique Sandra et bon courage pour les élections qui devraient normalement être, j'espère, positives comme les copains, que ce soit du sud, du nord ou de l'ouest où on a des très très bonnes remontées électorales pour la CFDT. Voilà, merci Fabien pour cette première question, mais on voit que c'est intéressant effectivement de rebondir là-dessus. Et puis on va continuer, hein, parce qu'on on est moins technique que tout à l'heure, on est vraiment dans le concret et dans la pratique syndicale. On a aperçu, Anne, qu'il y avait des idées de négociation locale et des exemples. Alors on aimerait bien t'entendre là-dessus. Anne.
On a essayé un petit peu de vous donner des exemples concrets pour vous aider dans cet accord de transposition en local. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment pour essayer de vous orienter et un petit peu, je vais dire dédramatiser l'accord de transpo un peu, mais voilà, c'est typiquement tout ce qui est prime métier qui concerne une même catégorie socio-professionnelle, la prime aide-soignante. Toutes les aides-soignantes de votre structure touchent une prime aide-soignante. Il y a plusieurs possibilités pour cette prime. Typiquement, elle peut être en plus ajoutée à la Herman, c'est-à-dire que la Herman de 24 700, si je ne me trompe pas, pour une aide-soignante, eh bien, vous le mettez à 24 700 plus X euros. Ce qui veut dire que en intégrant cette prime en plus de la Herman, vos ECR sont impactés et tout ce qui est suggestions sont impactés également. Vous pouvez aussi considérer avec votre employeur que c'est une prime dite activité. Et donc, cette prime restera dans le CR activité. On a pas mal réfléchi aussi sur les 13e mois. En fait, beaucoup nous ont posé la question de « Et mon 13e mois, comment je peux l'intégrer? Comment je peux faire ?» En fait, tout dépend de ce que contient votre accord de 13e mois. Est-ce que c'est une prime d'assiduité? Est-ce que c'est une prime, au contraire, d'absentéisme, de reconnaissance? Est-ce que c'est un véritable 13e mois? Est-ce qu'il contient vos suggestions, vos primes? Typiquement, ce sujet du 13e mois, ce sera à voir avec votre employeur comment vous le percevez, vous, et comment les salariés le souhaitent. Parce qu'il peut être aussi ajouté à la Herman, ce qui aura un impact sur les ECR, ou laissé en prime activité. Voilà, donc vraiment, il faut vous rapprocher des salariés. Que souhaitent les salariés pour ce 13e mois, si vous en avez un dans vos entreprises? Après, il y en a qui ne vont pas faire débat. Typiquement, les primes référents, les primes responsabilité, il n'y a pas de débat, ce sera dans les ECR compétences ou dans les ECR activités en fonction de la fiche de poste. Il faut également avoir conscience qu'il y a des primes qui ne pourront jamais rentrer dans des ECR ou dans un accord de transpo. La prime chaussure, la prime de remplacement exceptionnel, typiquement, et elle restera, cette prime. Elle ne peut pas rentrer dans un ECR. Donc, il y aura quand même des primes sur votre bulletin de paye où ce sera marqué prime chaussure, tant de primes chaussures. Vous voyez? Donc, c'est des exemples, mais il va falloir réfléchir aussi à combien, est-ce que je vais me battre pour cette prime et comment je vais faire pour la négocier. Tout ça, vous n'en serez capable que lorsque vous aurez ce livret de paye. Parce qu'en fait, les primes, elles sont répertoriées en fonction des catégories socio-professionnelles. Combien touchent? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller se battre pour une prime où 4 personnes la touchent? Ou alors, est-ce qu'il est nécessaire d'aller se battre pour une prime où 150 personnes touchent cette prime? Vous voyez, on peut vous donner des exemples, on peut vous orienter, on peut vous guider sans problème. Vous pouvez nous joindre via Facebook, nos mails pour des conseils et de l'accompagnement. Mais jamais on pourra faire le travail à votre place puisqu'il n'y a que vous qui connaissez véritablement les salariés. Il n'y a que vous qui connaissez les revendications. Vous êtes habitué à négocier avec vos employeurs, vous êtes habitué tous les ans à ouvrir des NAO. Donc, faites-vous confiance, allez-y. Cet avenant 33, il a été fait de sorte à ce que vous ayez tous une latence de négociation, aussi bien le côté patronal que le côté salarié. Donc, vous pouvez négocier sur le revenu minimum annuel de niveau, sur les pourcentages des ECR, sur la valorisation chaque année de l'ancienneté, de l'expérience, inclure ou pas vos primes dans les Herman, les suggestions, tout ça. Donc, faites-vous confiance, vous avez l'habitude de négocier, vous êtes entouré
Vous avez votre syndicat départemental qui est là, vous avez ARC, vous avez tous les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, je sais que vous en avez énormément. Faites-vous confiance, discutez, commentez entre vous et vous verrez que tout se passera bien. Et avec Fabien et Norbert, on en a pleinement confiance. Voilà, et c'était important effectivement de comprendre. On a pris le temps dans les 2 premiers webinaires de bien vous expliquer ces nouvelles architectures. On vous explique aussi pourquoi la CFDT a choisi de construire tel ou tel ECR, tel ou tel type de reconnaissance, quels étaient les principes de base sur lesquels on a négocié. Et on voit que c'était évidemment, on va dire, avec une idée derrière la tête, de donner des nouveaux outils aussi pour les négociations locales. C'est-à-dire des outils, c'est de considérer telle ou telle dimension. Et vous avez vu qu'on est largement éloigné du présentéisme, de l'absentéisme, des choses qu'à la CFDT, on considère comme subjectives pour la plupart du temps et qu'on essaye d'éviter. Donc vous avez tout ce qu'il faut, mais effectivement, comme l'a dit Anne, il y a une vraie nécessité de travailler en local et on est encore meilleur quand on est en collectif et quand vous vous mettrez ensemble. On va continuer sur le guide pratique CFDT. Très bien. Qu'est-ce qui nous attend? Le guide pratique, qu'est-ce qui nous attend? Concrètement, on s'était engagé à 3 choses avant de signer l'avenant 33. C'était 1, effectivement, cette tournée fédérale et ces webinaires pour vous accompagner au maximum. 2, de faire un guide pratique des délégués syndicaux ou représentants syndicaux. Pourquoi? Pour vous donner toutes ces illustrations de négociations qui vient de présenter Anne, pour vous accompagner et vous donner la ligne finalement sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais surtout, ce que dit Anne, c'est très important, c'est que le corps conventionnel, le texte qu'on vous donne aujourd'hui, demain, il va être différent peut-être dans chaque entreprise ou dans chaque entreprise ou chaque groupe. Pourquoi? Puisque Voerman, tout texte conventionnel, on peut y toucher. Et c'était un peu ça l'attitude qu'il fallait laisser aussi aux délégués syndicaux d'entreprise, c'est-à-dire que le point que vous aviez avant à 7,05 que vous vouliez faire passer à 7,50, combien ont réussi à bouger leur valeur du point, si ce n'est après peut-être 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois de grève. Combien de fois c'était tellement complexe qu'on nous disait mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Donc là, en individualisant chaque catégorie professionnelle, on pense aux agents administratifs auxquels on ne parle jamais, auxquels au début de la négociation de l'avenant 33, pour rappel il y a 18 mois, les employeurs voulaient négocier uniquement pour les infirmières, pour les médecins en tension et pour les aides-soignants. Ils ne voulaient pas entendre parler du reste. Donc le guide pratique, concrètement, vous allez l'avoir en septembre avec le simulateur paye. C'est ce guide qui va vous aider à conduire vos négociations. On va vous rappeler qu'est-ce qu'un accord, comment on peut dénoncer un accord, qu'est-ce qu'une DEA et pourquoi c'est mieux de le mettre sous forme d'accord. Ma prime 13e mois, je viens d'une clinique où on a réussi à le mettre carrément dans le contrat de travail, donc ça il est sécurisé à vie. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Et qu'est-ce qu'une RAG? Je le redis tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui va disparaître et on a beaucoup de questions dessus. La RAG n'est pas un 13e mois, n'est pas une prime parce que mon patron me trouve sympa. La RAG, c'est que mon patron me payait mon salaire en infra-SMIC depuis des années. Et effectivement, demain, avec le SMIC plus 15%, premier niveau avec la SH, la RAG va disparaître. Donc ce revenu qui était versé en fin d'année parce que je n'étais pas assez payé, effectivement, il ne sera plus versé puisque vous serez au-dessus du SMIC et on va continuer, nous, nationalement, à porter des négos intenses et fortes pour faire évoluer cette grille de classification. Anne ? Ce guide pratique, il vous est spécialement destiné et vous pourrez retrouver dedans toutes les informations de tout l'avenant 33, de tous les webinaires, tout ce qu'on a pu vous dire également aujourd'hui. Et c'est vraiment pour vous faciliter l'accès aux informations. Vous allez pouvoir aller pêcher les informations que vous souhaitez. Ce sera vraiment
Enfin, rien ne sera inventé, c'est vraiment un guide qui reprend la réglementation, qui reprend les accords et qui va vous permettre d'aller puiser là, les informations là où vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les livres noirs et jaunes, les guides pour les nuls, mais en fait c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a souhaité élaborer cet outil. C'est pour que vous n'ayez pas à rechercher trop les infos, mais que vous les ayez et que ce soit en corrélation avec votre activité syndicale au sein de votre établissement. Voilà. Hop. Merci Anne. Donc voilà toute cette partie sur les NAO locales, le guide paritaire. Vous avez compris, c'est les outils qu'on vous a promis et qu'on produit pour vous accompagner. Et on est évidemment dans le timing. Vous savez qu'on a cette limite du 1er janvier 2024 avec comme date butoir d'application, mais les négociations peuvent continuer ou peuvent même démarrer d'ici 2024, sachant qu'il y aura une rétroactivité qui est déjà organisée dans l'avenant 33. Donc on a le temps, mais les choses vont réellement démarrer en septembre, octobre, novembre, et c'est là où on sera prêt, à la fois par rapport au simulateur, on en reparlera un tout petit peu, et puis à ce guide paritaire dont on vient de parler. Fabien ? Oui, peut-être pour rebondir, puisque on va peut-être, je n'ai pas regardé du tout les questions, Norbert, je suis un mauvais élève qui sont en cours, mais on a souvent la question, oui, mais on nous dit bien, en condition de financement public, on appliquera ou pas l'avenant 33. Alors, on va se rassurer, on va arrêter de se faire peur, on est en juillet. On est en juillet, les employeurs ont rencontré l'ensemble des ministères, ont rencontré Matignon, ont rencontré l'Élysée. La CFDT, telle qu'elle s'est engagée auprès de son Conseil fédéral, notre instance politique, effectivement, a rencontré également le ministère de la Santé pour expliquer pourquoi on avait signé l'avenant 33, pourquoi c'était une avancée importante pour la branche et pourquoi effectivement, et regarder effectivement où ce financement allait aller et qu'il allait bien aller et être fléché pour l'avenant 33 et pas pour aller financer la chaudière des employeurs. Donc, on n'a pas trop de crainte sur le financement qui devrait arriver. En tout cas, comme on l'a répété en tournée fédérale, dès qu'on aura la validation et l'accord effectivement de ce financement par les pouvoirs publics, nous communiquerons évidemment dessus à l'ensemble de nos adhérents et nos militants pour que cette question ne se pose plus. Donc si on résume, vous aurez le guide pratique délégué syndical pour aller négocier, l'avenant 33, l'accord de transposition, vous aurez la lettre d'engagement ou en tout cas l'information de l'engagement de l'État et des pouvoirs publics sur le financement de cet avenant 33. Donc demain, il va vous rester l'information consultation, la transposition dans votre établissement avec la commission paritaire d'établissement. Donc pour l'instant, tout se déroule dans les délais. Nous, on n'est pas trop inquiets, on est même assez dynamique de rattaquer septembre avec la tournée fédérale, puisque effectivement, pour l'instant, tout se déroule, en tout cas, comme avait souhaité la CFDT, pour une application au 1er janvier du côté des employeurs. Voilà, oui, on va effectivement répondre à quelques questions. Vous avez vu qu'on souhaitait vous donner toutes les explications et puis on se laisse un petit temps pour répondre. Vous êtes nombreux à faire des remarques ou à poser des questions. Donc on va prendre le temps. Il nous reste là une dernière partie. On vous en a déjà parlé dans le webinaire numéro 2 sur le simulateur paye. Donc ça c'est encore un outil qui va permettre d'aller encore plus loin pour vous aider dans l'application de l'avenant 33 et la mise en place de toutes ces négociations locales. Donc ce simulateur, on l'a voulu personnaliser, c'est-à-dire que vous allez rentrer votre situation de salarié et ça vous donnera effectivement comment pour votre situation l'avenant va s'appliquer, hein, donc avec les bons pourcentages, avec les bons calculs de CR, avec le bon Herman évidemment. Mais il aura aussi une vocation pédagogique, c'est-à-dire que dans la situation, puisqu'on va vous poser de mémoire 5 ou 6 questions sur votre situation salariale actuelle,
Le simulateur, il est prévu pour justement faire la différence entre ce qu'on disait tout à l'heure, ce minimum conventionnel, et puis ce qui dans votre paye actuelle, fait partie des NAO, ou du moins des usages, on en a parlé, ou des accords d'entreprise locaux. Donc ça identifiera effectivement cette partie-là qu'il reste à négocier et qui va faire aussi partie de votre nouvelle paye. Donc vous verrez que ce simulateur, évidemment, il vous donnera précisément les chiffres que l'avenant 33 réserve à votre situation, mais il montrera aussi toute la partie de négociation locale qu'il faut négocier, et ça donnera donc, de manière un peu théorique mais juste, la vision de la vraie différence qu'il y aura entre votre paye actuelle et la paye finale, c'est-à-dire le maximum du minimum, comme on le dit souvent, et les négociations locales. Donc on vous montre alors un tout petit aperçu, de ce que ça va donner. C'est nos brouillons de travail avec les informaticiens. Ça sera le résultat quand vous aurez saisi toutes les informations. Ce simulateur, il sera réservé aux adhérents. Il faudra rentrer avec ces identifiants, mais ça, toutes les adhérents CFDT le connaissent, son NPA ou son mail avec le mot de passe de l'espace adhérent, et ça permettra de faire autant de simulations que vous voulez pour vous concernant. Ça restera évidemment un simulateur dans le temps. Anne, sur cette question. Oui, je voulais rajouter sur ce simulateur de paye, c'est un outil qui sera donc, comme le disait Norbert, réservé uniquement aux adhérents. Donc c'est vraiment le moment de faire de l'adhésion, c'est vraiment le moment de faire du développement. Depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 octobre, il y a l'adhésion découverte à la CFDT qui propose un petit peu plus d'avantages et de services à la CFDT pendant cette période-là, dont un peu de gratuité de cotisation, mais vous avez dû recevoir de la part de votre service développement toute la campagne adhésion découverte. N'hésitez pas, c'est le moment d'y aller. Quand vous allez à la proximité des salariés, proposez l'adhésion. C'est oui, c'est non. Expliquez les services que cela apporte et surtout motivez-les en leur disant en mars prochain, quand l'application de cet avenant sera effective au sein de notre établissement, on pourra aller voir notre employeur en disant moi, la CFDT, elle me propose un outil et elle me dit que j'ai le droit à temps alors que vous ne me donnez que ça. Donc vraiment, allez-y, cette période-là, du 1er juillet au 31 octobre, elle est hyper propice à l'adhésion au développement avec le simulateur paye. Donc n'hésitez pas, prenez les affiches que vos syndicats départementaux vous ont envoyées. Il y en a même sur le site de la fédération, si je ne m'abuse. Allez-y, faites un tour et motivez les gens à s'adhérer à la CFDT. Voilà, on l'a vu dans le webinaire 1 avec Alexandra, notre collègue, qui nous a parlé un peu aussi de l'état du développement de la CFDT dans le secteur lucratif. Et évidemment, plus on est nombreux, vous l'avez compris au fur et à mesure de toute l'histoire de ces négociations, la CFDT a été placée par vous, par les salariés premières organisations. Et donc quand on est premier, on a plus de facilité à s'engager et on peut obtenir plus de résultats pour les salariés, et c'est facilement imitable dans vos entreprises et dans vos groupes. Donc je crois qu'on en a terminé avec notre sujet du jour, enfin nos sujets, mais évidemment Fabien, il nous reste un petit mot des questions de ceux qui nous suivent en direct là, même s'il y a beaucoup de monde qui nous regarde aussi en replay. Je propose qu'on en passe quelques-unes en revue, et on va commencer justement sur le sujet dont on vient de parler là. Alors, Véronique qui dit « Il est impératif que les guides mis à disposition par la CFDT ne soient transmis qu'au DS et DAC CFDT ». Comment on va travailler, Fabien ?
Véronique, bonjour, parce qu'on se connaît bien et félicitations pour l'accord que tu es en train de négocier dans ta boîte et que tu vas signer dans les prochains jours. Évidemment que les guides pratiques CFDT seront envoyés qu'aux délégués syndicaux, représentants syndicaux et élus CFDT, là où il n'y a pas de délégué syndical. On est sympa à la CFDT, mais on va d'abord travailler pour nos adhérents et nos militants. On ne va pas aller effectivement le donner sur la place publique. Donc assez rapidement, évidemment, ça sera réservé à vous et c'est bien pour vous qu'on l'a fait et qui sera prêt pour septembre. S'il y avait une question, effectivement, mais je crois que Véronique, on en avait aussi parlé, à quand le webinaire 4 ? Alors, on n'avait pas évoqué ce sujet jusqu'à ce matin, mais effectivement, on se rend compte que l'accord de transposition n'étant pas signé, le simulateur paye arrivant en septembre et le guide pratique qui va vous être envoyé en septembre, bien évidemment, un webinaire 4 va déjà être organisé avec Norbert qui l'apprend au même moment, courant septembre, maximum début octobre, pour pouvoir effectivement revenir sur Simulateur Paye plus en détail, vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment on remplit. Et puis, on reviendra effectivement sur la signature de l'accord de transposition et l'accord du ministère pour l'accompagnement financier. Et après, je pense qu'on sera quand même plutôt pas mal. Donc, on va vous proposer une date rapidement afin qu'on puisse se retrouver sur le webinaire 4. Et puis de toute façon, les webinaires vont continuer puisque, pour info, avant l'avenant 33, on faisait des points réguliers sur le lucratif, sur le groupe lucratif, sur les avancées, etc. Le sujet de demain, ce sera, vous le savez, l'accord national de prévoyance pour tous et tous au niveau de la branche. On reviendra sur ce sujet-là en septembre-octobre, mais on va continuer à se voir en vidéo avec le plus grand plaisir. Et le pôle com de la Fédé, le webinaire 4, il l'a déjà anticipé et on prévoit même de le faire en délocalisé. On peut et on veut quitter Paris. Vous l'avez vu que dans la tournée, on vient à votre rencontre, mais on peut très bien. On a aussi l'idée de venir faire un webinaire dans une de vos entreprises, dans un de vos groupes. Un endroit où les négociations sont bien avancées, où on va pouvoir aller voir sur le terrain comment ça se passe, comment vous faites, comment vous y prenez, et ça sera effectivement l'occasion, avec Anne et Fabien qui vont me suivre, de refaire un point global sur cet accord de transposition et tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Une autre question, parce que vous en avez posé beaucoup. Alors, peut-être quelques questions techniques. On a parlé de celle de Sandra sur la représentativité, la capacité à négocier. Alors, Sandra aussi, là, qui pose une question. C'est une question un peu juridique, on va dire, mais elle est importante. Sur les histoires d'usage d'entreprise. On en a parlé, de ces usages d'entreprise, donc de choses qui sont appliquées aux salariés, mais pas ni signées dans un accord, ni réellement mis sur papier, ni dans un contrat de travail. Elle dit, est-ce qu'un usage ne devient pas définitif et acquis au bout de 3 ans? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Anne? En termes de durée, sincèrement, je n'ai pas la réponse, donc je pourrais aller la chercher si tu veux. Tout ce que je sais, c'est qu'un usage pour être dénoncé, pour qu'il soit arrêté, doit être dénoncé. Et il doit être dénoncé en CSE et avec une procédure bien différenciée et bien spécifique en fait. Après, au bout de 3 ans, je pourrais pas te dire pour le terme, je n'en sais rien, mais je pourrais me renseigner. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, si un jour il doit être dénoncé, ça doit être fait en CSE, accusé de réception, enfin voilà, il y a toute une procédure à suivre pour que l'usage soit dénoncé. C'est effectivement ce qu'on peut dire. Il y a un employeur peut décider tout seul de supprimer un usage. Il a juste une procédure que le Code du travail lui impose, une procédure d'information, mais en disant à telle date je l'arrête, je prévois de l'arrêter. Et donc l'usage, c'est ce qui est le plus fragile. Et donc en fait non, il ne devient jamais acquis au bout de 3 ans. En fait, il est un usage. Si on peut démontrer qu'on a eu un usage qui nous a été appliqué, on peut demander son maintien, mais dès que l'employeur décide, et il peut le faire de manière unilatérale, de le dénoncer, il suffit qu'il prévienne et qu'il respecte une procédure et l'usage disparaît. D'où l'importance de transformer, de les lister, comme on l'a dit tout à l'heure,
et que ces usages soient négociés, transformés en accord d'entreprise. Un accord d'entreprise, il peut toujours être révisé, dénoncé, mais c'est beaucoup plus compliqué pour un employeur. Et puis surtout, ça concerne un collectif, alors que les usages, ils vont seuls, les salariés tout seuls peuvent se défendre pour le faire appliquer à leur situation. Donc dans les différents niveaux, hein, l'usage, c'est ce qui est le plus fragile. Et donc c'est important de les lister et de les transformer en accords. Et là, on a une très très bonne occasion de le faire dans les accords de transposition locale suite à l'avenant 33. On avait des questions, alors toujours des questions hein, sur cette question, on en a un petit peu parlé, mais je crois qu'il faut qu'on le redise. Cette inquiétude qu'on va perdre, enfin ou du moins qu'on n'est pas sûr de gagner, et si on a le 13e mois, et si on compare, etc. On en a parlé pendant ce webinaire, mais Fabien, est-ce qu'on peut refaire un point sur, alors on n'est pas, sur, est-ce qu'on peut voir des situations où des gens vont perdre suite à l'avenant 33, où des entreprises vont perdre, et ces histoires de négociation locale, qu'est-ce qu'on peut redire une fois encore, de manière un peu condensée là-dessus? Non, non et non. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, c'est non. Aucun salarié ne peut perdre en salaire. C'est très clair. Donc, effectivement, certains qui ne signent pas des avenants depuis 15 ans, vous dites, vous allez perdre le Ségur, etc. Le Ségur, on l'a expliqué tout à l'heure, il va être intégré au salaire de base, renégocié à chaque augmentation du SMIC. Donc, plus d'écrasement, plus de coefficient infra-SMIC, et on va dans le bon sens de l'histoire et on négocie. Donc non, vous n'allez pas perdre en salaire. Effectivement, la négociation locale, si mon infirmière est à 65 000 € par an parce qu'elle travaille en dialyse et que effectivement les spécificités de dialyse rémunèrent un petit peu mieux que les autres, effectivement, elle va peut-être pas gagner autant que quelqu'un qui est à la base de la convention collective. Mais dans l'ensemble du texte, l'ensemble des salariés par métier va gagner. Mais si elle ne gagne pas parce que X ou X raison, elle ne peut pas perdre. Donc ça peut être que du positif. Et comme l'a montré Norbert tout à l'heure sur le simulateur paye, vous aurez bien le avant, après avec les plus, puisque on reviendra sur le webinaire 2 et 1, mais le CR activité, le CR compétences, les suggestions, le CR responsabilité, ce n'est que du plus. Donc au bout du bout, il faut tout compter. Et à la fin, on regarde ce qu'on gagne ou ce qu'on ne gagne pas. Et si ce n'est pas par la politique conventionnelle, puisque vous êtes déjà à un point, on se rappelle, hein, des points de 6,92 à quasiment 9 côté breton. Les Bretons négocient dur la valeur du point. Du coup, effectivement, chaque cas va peut-être pas être à la même hauteur. C'est le jeu des entreprises. Après, en NAO local, et c'est bien ce qu'ils commencent à faire, évidemment, il faut qu'il soit attractif. Vous imaginez bien la clinique. Moi, je suis sur le bassin nantais, j'habite à Nantes. Sur le bassin nantais, on a 4 groupes qui sont représentés. La première chose à faire, c'est d'attirer les salariés du copain d'à côté qui est dans le même secteur parce qu'il manque du monde. Donc, effectivement, non et non, vous n'allez pas perdre en salaire, vous pouvez qu'en gagner. Et on va vous inviter et vous accompagner sur CNAO local pour continuer à les négocier. Alors, merci Fabien, on a une question qui dit moi j'ai une prime sur grille AS, ça dépend des établissements. Anne, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont justement localement des choses? On en a parlé un peu dans les exemples, mais sur cet exemple-là par exemple, une surgrille AS, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous regardent? Alors tout ce qui est sur-grille, prime différentielle, ça sera à négocier en entreprise parce que c'est que du local. On a bien essayé au niveau de la branche de pouvoir sécuriser ces primes différentielles, ces sur-grilles, mais typiquement c'est au niveau de l'employeur en local qu'il faut gérer ça puisque ça a été instauré en local. Ce n'est pas un dispositif conventionnel, donc pour le coup, on n'a pas pu du tout sécuriser cette surgrille et cette prime différentielle. Typiquement, il faudra s'asseoir autour de la table, encore une fois, avec l'employeur pour négocier cette surgrille, cette prime différentielle. Mais comme le disait à juste titre Fabien il y a 30 secondes, il n'y aura aucune perte de salaire. Donc, cette surgrille, cette
surprime ou cette prime différentielle, elle continuera à exister, peut-être dans un dispositif autre que vous aurez trouvé, vous, en compromis avec l'employeur. Mais étant donné qu'il n'y aura pas de perte de salaire, cette prime, cette surgrille, elle continuera à exister. Fabien ? Et c'est un peu ce que je redisais au webinaire 2, mais avec la fédération, on le redit souvent. Vous aviez un champ où vos employeurs faisaient ce qu'ils voulaient. Je prends l'exemple, on fait des surgrilles aides-soignantes, des surgrilles infirmières. Et pourquoi on ne fait jamais de surgrilles pour les agents administratifs, jamais de surgrilles pour les techniciens? Parce que les employeurs faisaient un petit peu leur vie depuis 15 ans, puisqu'il ne se passait rien sur la branche. Aujourd'hui, on inverse la vapeur, c'est-à-dire qu'on donne un champ conventionnel strict et carré, avec un niveau de rémunération minimum pour chaque emploi. Et c'est à vous, dans les NAO, d'aller dire, nous, on souhaite peut-être cette année faire un focus sur les agents de service, peut-être faire un focus sur, effectivement, les diététiciennes, peut-être faire un focus sur tel ou tel métier. Et c'est donc bien à vous qu'allez prendre le pas sur l'employeur pour dire, nous, si on veut négocier, c'est sur tel niveau de rémunération, tel niveau de rémunération. Donc, effectivement, les surgrilles aides-soignants qui existent, elles vont rester et elles vont être négociées en local. Mais demain, dans les NAO, c'est bien à vous, et ce que disait Anne, d'aller objectiver ces négociations, d'aller voir les collègues quand vous passez tous les matins en se disant, attends, ça fait 10 ans que ma collègue elle est à l'accueil administratif, elle n'a pas eu une seule augmentation de salaire parce qu'il nous faut un infirmier. Et le discours du patronat, c'est un infirmier peut faire aide-soignant, agent administratif, quasiment accueillir le patient et ASH. Pour nous, on doit parler à l'ensemble des salariés. Donc les primes d'assiduité, c'est pareil. En 2 secondes, qu'est-ce que c'est une prime d'assiduité? Je ne suis pas malade, je viens bien travailler, je suis fidèle à mon employeur, on me verse une prime d'assiduité. Par contre, j'ai le malheur d'être malade une fois ou deux et je perds complètement ma prime d'assiduité. Donc nous, la CFDT, de manière générale, on est contre. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un collègue qui est malade, qu'un collègue qui est en arrêt maladie, ce n'est pas de sa volonté et qu'il faut pouvoir parler à l'ensemble des salariés. Donc négocions des Herman, augmentons les niveaux de rémunération et qu'ils soient fiables et stabilisés et arrêtons les coûts de prime par métier ou par fonction qui seraient en tension, puisque demain, ce sera l'ensemble des fonctions qui seront en tension. Et c'est bien ça que se bat la CFDT, pour l'ensemble des salariés, et pas faire d'un cas individuel et qu'on parle bien d'un cas général des travailleurs. Merci Fabien. Alors, je propose qu'on termine une dernière question, parce que voilà, ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble pour ce webinaire 3. Mais une question de Céline qui dit, comme par hasard, mon employeur vient de modifier les fiches de poste. Donc, peut-on demander à avoir les anciennes pour pouvoir comparer ce qui a été ajouté ou retiré peut-être? Comment ça peut se passer? Alors, c'est des cas très concrets. C'est difficile de donner une réponse comme ça, hein, mais pour vous montrer comment Anne et Fabien raisonnent sur des situations comme ça. Anne? J'ai envie de dire que ton employeur, il a très très bien joué son coup. Évidemment que c'est ce qu'il a fait pour éviter de donner des ECR en plus. Effectivement, oui, tu as tout à fait le droit d'aller voir ces fiches de poste antérieures. Puisqu'en plus une fiche de poste modifiée doit avoir l'aval du responsable de service et du responsable de la qualité pour vraiment la mettre en pratique. Donc il n'y a pas de problème, tu prends celle qui était antérieure à celle qui vient de sortir et puis après au 1er janvier, quand l'avenant sera appliqué, tu pourras modifier également et récolter des ECR en plus. Et puis, c'est un sujet qu'il va falloir mettre aussi à l'ordre du jour de ton prochain CSE parce que c'est des informations qui auraient toute leur place aussi dans l'information consultation d'un CSE, changement de poste, pourquoi ça s'est fait et quelles ont été les motivations de ce changement de fiche de poste. Donc, sans problème, le mettre à l'ordre du jour du CSE afin d'avoir une trace écrite en disant à telle date, telle fiche de poste a été changée pour justement mettre en place des missions complémentaires. Et c'est aussi un appui sur lequel que tu vas pouvoir faire levier, c'est-à-dire que
Ok, vous avez changé la fiche de poste de cette de cette catégorie socio-professionnelle. Pourquoi? Typiquement, ça vaut une rémunération supplémentaire. S'ils imposent des missions complémentaires, un exercice supplémentaire, ça veut dire qu'ils estiment reconnaître le travail et la qualité des salariés, et donc vous pouvez tout à fait demander une rémunération en plus. Donc qu'il ait changé ou pas les fiches de poste, j'ai envie de te dire qu'il faut demander une rémunération complémentaire, parce que même s'il les a changés, ça veut dire qu'il y a du plus encore. Voilà, ils ont réponse à tout, et c'est pour ça qu'on aime bien travailler ensemble. Donc voilà, on va clore ce webinaire 3, mais vous avez compris qu'on sera amené à se revoir, parce que vous avez vu, on parle déjà d'un webinaire 4, on ne vous l'avait pas annoncé avant parce que voilà, on aime bien tenir nos promesses. Là, c'est fait, il nous reste effectivement le guide paritaire, il nous reste le simulateur, mais qui sont, vous l'avez entreaperçu, déjà bien avancés. Et puis on vous a parlé d'un webinaire 4, et on se reverra à la rentrée. Ça, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour toutes vos interactions. Vous êtes très 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 nombreux à suivre et à revoir les webinaires en replay. Donc on va essayer de faciliter, comme on l'a dit, les choses pour organiser au mieux tout ce qu'on vous a présenté et que vous puissiez retrouver l'information. Et puis ceux qui suivent, je vous le remets à l'écran, non, je ne l'ai plus à l'écran, pardon. Ceux qui suivent la tournée fédérale, voilà. Il y a encore des dates, il y en aura des nouvelles, on en a parlé tout à l'heure, pour rencontrer la CFDT dans les régions. Voilà, c'est très important pour nous aussi, parce que c'est vraiment un syndicalisme le plus près possible de vous, et puis où effectivement on tortille aussi toutes nos négociations au regard de vos expériences, de ce qui se passe sur le terrain, et c'est comme ça qu'on arrive à construire les choses les plus adaptées. Donc à très vite, bonne négociation locale, et puis faites savoir que ces webinaires existent pour que tout le monde s'approprie au mieux cet avenant 33. Un tout petit mot, allez, pour terminer, que je ne sois pas le dernier à avoir pris la parole. Fabien? Moi je vais vous souhaiter, et on va vous souhaiter, mais je vais laisser la parole à Anne, et la fédération va vous souhaiter surtout un bel été. Pensez aussi à vous reposer, parce que notre équipe va continuer à travailler, vous l'avez compris, on a encore l'accord de transpo à terminer avant la fin de l'été pour vous donner tous les livrables. Mais en tout cas, prenez soin de vous, continuez. On va se retrouver donc au prochain webinaire courant septembre-octobre. Et puis en tout cas, continuez aux adhésions, continuez à vous déployer et à avoir des résultats comme on a un peu partout depuis la signature de l'avenant 33 qui font plaisir à la fédération, puisqu'on voit qu'on est dans le bon sens de l'histoire, et je pense qu'elle s'écrit surtout avec la CFDT. Merci à tous. Anne? Fabien a bien résumé les suites à venir, donc vraiment